Mesdames, Messieurs, je vais vous parler du modèle de diffusion brownienne révisité dans son application aux excursions posturales. J'ai en effet, depuis un certain temps, développé un concept où j'ai démontré que topologiquement, le modèle de diffusion de Collins et de Lucas, diffusion d'une particule d'ailleurs, qu'il assimile aux excursions du centre de pression, ce modèle-là peut être expliqué plus simplement par la fonction d'autocorrélation qui est topologiquement identique à les courbes de diffusion, qui sont identiques à la courbe de diffusion. De quoi il s'agit? Alors je rappelle simplement ce que c'est qu'une diffusion. Diffusion d'une particule, une goutte d'encre par exemple qui diffuse dans de l'eau. L'application de l'analyse de diffusion au stabilogramme. La diffusion est un processus collisionnel d'une particule. Ça s'appelle un mouvement brownien. Ce mouvement brownien a été élucidé et quantifié par Einstein. C'est la diffusion. La distance quadratique moyenne entre deux positions de la particule est proportionnelle à l'intervalle d'observation de ces positions. Einstein l'a démontré en 1905. Delta x2, c'est-à-dire la distance quadratique moyenne, est égale à 2d delta t, où d est le coefficient de diffusion et delta x2, la distance quadratique moyenne. Analyse de diffusion du stabilogramme a été expliquée par Collins et de Lucas à partir de 1993. La formule est delta R2, c'est-à-dire la distance quadratique moyenne par rapport au temps, c'est égal à la somme de 1 à n-m des distances au carré sur le nombre de ces distances n-m. Delta t est, dans notre cas, m que multiplie la période d'échantillonnage, donc un entier que multiplie la période d'échantillonnage. R, c'est x, y ou xy, c'est-à-dire ce sont les coordonnées du point, du plan, où se réfère cette particule ou ce centre de pression. La courbe de diffusion des excursions de centre de pression. Collins constate qu'il y a rupture de la direction générale des points autour d'un délai critique, tau c, autour de 1 seconde. Il identifie donc deux processus. Le premier processus à court terme, delta t inférieur, au-deçà, si vous voulez, du temps critique, tc, le fonctionnement est en boucle ouverte. Donc le centre de pression n'est pas contrôlé. La diffusion est rapide, la droite de régression D1 est dite persistante, c'est-à-dire que si on connaît le passé, on peut prédire avec une certaine probabilité le futur. Il y a une sorte de persistance. Il n'y a pas rupture du processus comme ça, à brut pour point, de façon abrupte. Et à long terme, delta t supérieur au temps critique, le fonctionnement est dit en boucle fermée. La diffusion est ralentie, hein, on voit que la pente elle est beaucoup moins raide, et la droite de régression des deux est non persistante. Collins dit qu'il détermine à vue ce point de transition P et calcule les pentes D1 et D2. Donc c'est à vue, hein, et donc c'est expérimentateur dépendant. Bien entendu, cette remarque a fait sourire et sursauter pas mal de physiciens qui ont dit que bon, ça n'est pas de l'art culinaire et qu'il faut là y appliquer des algorithmes pour déterminer de façon précise ce point de transition. Alors plusieurs algorithmes ont été proposés. Alors problématique, la détermination automatique du point de transition. On rappelle que la variation de pente de y est la fonction dérivée y'. Il suffirait, en théorie, de se donner un seuil de variation, ou mieux, déterminer un extrémum de la dérivée seconde. Ceci dit, bon, Collins, qui est un physicien, bon, il serait étonnant que ça lui ait échappé. Bon, c'est vraiment trivial, et on va expliquer pourquoi cette solution n'est pas viable. Donc voilà la dérivée explicite, je donne un exemple, et je prends une dérivée seconde. À quel moment la pente est maximale? Donc c'est l'extrémum, et avec la dérivée seconde, est facile à trouver, c'est le maximum. Bon. Mais la recherche du point critique
par la dérivée d'un signal bruité ne peut convenir. En effet, on peut très bien choisir un léger bruit dans le signal qui lui va donner une dérivée maximale qui est un faux positif. Donc une dérivée implicite. Le point de transition XC est le point pour lequel la distance entre Y et G est max. Donc certains auteurs ont proposé une variante de la dérivée, mais ça revient strictement au même, ça a peut-être échappé au reviewer, mais de quoi il s'agit? Donc on trace une droite de référence qui est AX plus B, hein, c'est l'équation d'une droite classique, et on fait la différence, on essaye de chercher la distance entre cette droite et la courbe, et on postule que quand la distance est maximale, c'est le point recherché de transition. Donc d de x, la distance, est égale à y de x, la distance entre la courbe et la droite g de x. Distance entre y et g. dx est maximum quand sa dérivée est égale à 0. Donc y' de x moins ax plus b' égale 0, donc y' égale x, c'est donc égal à a, la pente. L'algorithme distance revient strictement à faire une dérivée. Donc cet artifice, bon, c'est une façon détournée d'expliquer que Collins et De Luca, la dérivée, l'explication de la dérivée leur a échappé. La solution de la dérivée leur a échappé. Bon. Alors, il y a un autre. J'ai eu l'honneur de proposer mon algorithme. Et mon algorithme s'appelle l'angle minimum entre deux droites de régression. De quoi il s'agit? De part et d'autre d'un point arbitraire mais glissant. Je calcule les droites de régression à la courbe de part et d'autre de ce point. Et ce point est déterminé quand l'angle entre les deux droites, alpha 0, est minimum. On peut le vérifier aisément, il correspond parfaitement à la perception que l'expérimentateur de Collins a de son point de rupture des deux processus, de séparation, de clivage des deux processus. Donc l'algorithme consiste en deux sous-ensembles de points séparés par un point roulant. Le point critique est le point pour lequel les droites de régression des deux sous-ensembles font entre elles un angle minimum. C'est à partir de cet algorithme que nous avons calculé les paramètres de diffusion. Alors, diffusion et autocorrélation. Est-ce une lecture différente d'une même manifestation? En effet, lorsqu'on observe la diffusion brownienne et l'autocorrélation, il y a une saisissante similitude. Saisissante. En effet, il suffit de redresser l'image de l'autocorrélation pour s'apercevoir que ça se confond, que les deux courbes disent exactement la même chose. Est-ce une ressemblance ou une identité topologique? En effet, la diffusion et l'autocorrélation semblent être deux phénomènes, si vous voulez, deux explications d'un même phénomène, deux façons d'expliquer un même phénomène ou bien une même manifestation. On voit très bien sur cette figure, dans la diffusion en rouge et l'autocorrélation en vert, on voit très bien qu'elles sont strictement en miroir, les deux courbes sont strictement en miroir, les délais sont tout à fait qu'ils soient exhibés, ces délais, sur la courbe de diffusion, sur la courbe d'autocorrélation, la fonction d'autocorrélation, on a exactement ou à peu près les mêmes délais. Donc les deux courbes sont semblables et symétriques. Alors, on va plus loin. Est-ce que réellement, on peut démontrer que mathématiquement, faire une courbe de diffusion brownienne revient à faire une autocorrélation de façon topologique? En effet, l'hypothèse du mouvement brownien d'une analyse de diffusion du stabilogramme, est-ce un paradigme ou une mystification? Bon, on peut dire que ça a peut-être échappé à Collins, mais la démonstration mathématique, les termes additifs près, on a exactement la même chose. Je vous passe la démonstration mathématique, elle est là, vous pouvez la consulter, et on s'aperçoit que finalement, la courbe de diffusion brownienne est symétrique à la courbe d'autocorrélation, à un coefficient additif et multiplicatif près, elle est topologiquement équivalente. Donc on a 2 sigma carré de x moins 2. Alors la courbe de diffusion brownienne
c'est à peu près égal à 2 variances, moins 2 fois l'autocorrélation. Mais si, au lieu de parler d'autocorrélation, on avait parlé d'autovariance, de covariance, d'autocovariance ou d'autovariance, donc on aurait eu une identité beaucoup plus claire. Là, la variance intervient puisque l'autocorrélation est normée à plus 1, moins 1. Alors, mettons des résultats. Nous avons voulu vérifier que ce qu'on obtient sur une courbe est à peu près identique à ce qu'on obtient sur l'autre courbe. On prend 16 jeunes adultes examinés dans notre laboratoire dans les 2 conditions visuelles sur sabot dynamométrique. La courbe de diffusion des distances sagittales et autocorrélation sont comparées. Les mêmes algorithmes exécutés sur les 2 courbes, c'est-à-dire les 2 droites qui font un angle minimum. Le délai critique et les pentes des 2 droites sont exhibés. On s'aperçoit que pour le délai critique, on a strictement le même délai. 1,268 pour la diffusion brownienne, une autocorrélation normée 1,269 et une autocorrélation corrigée 1,269 aussi. Bon, les différentes, c'est-à-dire la différence, les pentes sont les mêmes, il suffit de normer, c'est-à-dire d'avoir d'appliquer un coefficient correcteur pour que les 2 courbes soient strictement comparables. Mais sur ce tableau, on peut voir que travailler sur l'une ou l'autre des fonctions, c'est strictement la même chose. Donc là, on a en gros la pente de diffusion qui est 2 fois la pente de l'autocorrélation que multiplie la variance. Donc topologiquement, c'est la même chose. Les paramètres calculés à partir de la fonction d'autocorrélation sont identiques à ceux calculés à partir de la courbe de diffusion. Alors, discussion. Est-ce une lecture différente d'une même manifestation, dynamique ou statique? Le système postural est contrôlé par la diffusion de particules. La diffusion de particules n'est pas contrôlée. Ce sont des collisions aléatoires. La fonction d'autocorrélation est un des outils les plus puissants du traitement du signal. La fonction d'autocorrélation est une fonction continue, à l'inverse de la courbe de diffusion de Collins et Lucas. Ils ont, je vous le rappelle, voulu déterminer 2 processus. Ces 2 processus sont au-deçà et au-delà d'un point qui s'appelle un délai critique. Et il y a une sorte de discontinuum, c'est-à-dire une discontinuité de fait dans l'interprétation de Collins et de Lucas. Il y a brutalement passage d'un processus à un autre processus. Ce n'est pas du tout le cas pour la courbe d'autocorrélation qui, elle, est un continuum, c'est une fonction continue. Donc il n'y a pas de rupture de processus, il n'y a pas de... C'est une perte, une sorte de perte de prévisibilité, de prédictibilité qui semble être une décroissance, une sorte de mémoire du système, décroissance, que de façon hypothétique, j'ai assimilé une décharge de condensateur, donc une perte de mémoire exponentielle. Bon, ce qui est caractéristique dans la fonction d'autocorrélation, c'est précisément le moment où la corrélation du signal délayé, du signal original avec le signal délayé, est complètement nulle, zéro. Et ce passage s'appelle le first zero crossing, le premier passage à zéro. Et ce passage signe une absence de corrélation entre le signal original et le signal délayé à ce délai critique. Donc ça, c'est une réalité mathématique qui est parfaitement explicable. Alors, on pourrait être tenté de choisir ce point qui semble beaucoup plus naturel, compte tenu du fait que ces 2 courbes sont topologiquement équivalentes. Pourquoi ne pas travailler sur l'autocorrélation et d'oublier les 2 droites de régression et cette discontinuité hypothétique proposée par Collins et de Lucas. Donc ce point singulier est aussi, ce zéro crossing de l'autocorrélation, pardon, est aussi utilisé dans la recherche du délai temporel, dans les situations de chaos, dans les analyses de chaos, où on a besoin de calculer un délai critique, un délai temporel
de sorte que les différents axes soient décorrélés. L'axe de l'hyper-représentation, l'hyper-espace, soit décorrélé. Donc on choisit souvent ce zéro crossing de l'autocorrélation. Mais bon, on fait l'hypothèse quand même qu'on assimile cette décroissance à une exponentielle. Et voilà ce que j'ai proposé en 2009 à Get and Posture. J'ai supposé que la décroissance était exponentielle, que effectivement, dans un temps infiniment long, la mémoire du système est complètement perdue, elle a donc une décorrélation totale entre le signal original et le signal délayé, donc on tend vers zéro, vers une autocorrélation, une corrélation de zéro. Alors, cette courbe, cette exponentielle qui ressemble à l'exponentielle d'une décharge de condensateur, sa fonction, c'est cette autocorrélation, c'est peu différent. Peut être assimilé, peut être ajusté à l'exponentielle, exponentielle moins taux sur θ. Taux étant le délai temporel et θ étant un point caractéristique, un temps caractéristique comme une décharge de condensateur qui se trouverait à 0,37. Donc ce serait, si vous voulez, 1 sur un exponentiel de moins 1. C'est 0,37 et 1 sur exponentielle de 1, donc 1 sur 2,718, on aurait 0,67, donc on pourrait proposer de déterminer un temps critique, une constante de temps, puisque c'est homogène à un temps, qui serait égale à la perte de mémoire du système de 63%, en gros. Okay, donc c'est ce que nous avons proposé, et là, comment l'expliquer ? Comment l'expliquer? On pourrait dire que au-delà de ce temps-là, la corrélation n'est pas... elle est, de toute façon, il y a un temps infini pour atteindre zéro. Donc il faut bien déterminer à quel moment on peut considérer que la décorrélation est quasiment effective. C'est une des propositions, mais il y en a d'autres. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie. Ce temps-là, je l'ai proposé et nous avons effectué des statistiques pour démontrer que sur les périodes, ce temps critique avec les deux droites de régression sont comparables, mais explicables de façon beaucoup plus mathématique et moins de façon culinaire. Je vous remercie de cette attention.